Merci. Donc, bonjour. Je suis ravie d'être parmi vous, bien sûr, et d'intervenir, la dernière qui va intervenir, il va clôturer ce congrès. Donc, je remercie le comité scientifique ainsi que le bureau de STEMARA de m'avoir proposé de parler de la prise en charge des allergies alimentaires. Je me suis posé la question pourquoi des allergies alimentaires, mais j'ai eu la réponse au fur et à mesure en préparant cette présentation. Je commençais par définir donc l'allergie alimentaire comme étant un ensemble de réactions immunitaires anormales suite à l'exposition à une protéine alimentaire qui peut être animale ou végétale. Donc c'est une expression clinique vis-à-vis d'une réaction immunitaire anormale après une exposition donc, à un trophallérgène. Je dis bien que c'est une expression clinique parce que le rôle de l'allergologue dans la prise en charge de l'allergie alimentaire sera fondamental. Donc, la prévalence de l'allergie alimentaire a augmenté au cours de ces dernières années en voyant une prévalence plus importante chez l'enfant, pouvant atteindre les 10%. De même, pour l'adulte, elle est moins fréquente. Cette augmentation de la prévalence a été expliquée par les modifications des habitudes alimentaires d'une part, mais également par l'évolution des industries agroalimentaires et la mise sur le marché d'aliments transgéniques. Donc, c'est la première cause d'anaphylaxie, donc essentiellement chez l'enfant et l'adolescent. Elle est caractérisée par un polymorphisme donc, clinique et une grande diversité donc, des allergènes, et on parle actuellement d'allergènes émergents. Elle est responsable d'une altération de la qualité de vie donc, et d'un impact socio-économique et scolaire important. C'est pour cela que la prise en charge doit être très précise, personnalisée ces patients-là. Les experts ont choisi le terme de fardou pour expliquer l'importance et la gravité de l'allergie alimentaire. On va le voir à travers les différents chiffres publiés. J'ai choisi quelques études. Le réseau d'allergovigilance en France a publié récemment donc, 14 cas déclarés en 20 ans, et c'est l'enfant qui est au premier plan. Et sur le plan donc, répartition donc, des trophallérgènes, c'est principalement l'arachide. Pour l'adulte, la répartition donc, des trophallérgènes est très différente par rapport à l'enfant. C'est essentiellement la farine de blé, le crevette, l'arachide également, donc les fruits à coque, le soja. Le réseau allergovigilance a également déclaré plusieurs allergènes émergents et un nombre de cas importants quand même d'anaphylaxie alimentaire mortelle, soit 42 cas, et c'est toujours l'arachide le plus responsable. Une étude donc, américaine a révélé que la prévalence de l'allergie elle est aux alentours de 7,6 cas pour l'enfant, à peu près de 10% chez l'adulte. On retrouve également l'arachide en premier lieu et on trouve un pourcentage de polysensibilisation important. Ce chiffre est à interpréter avec prudence puisque c'est une enquête qui est basée sur un questionnaire. Qu'en est-il pour la Tunisie? Je n'ai trouvé que 2 publications. Première publication donc communiquée au congrès francophone d'allergologie donc en 2013. C'était une étude multicentrique qui a intéressé les pays du Maghreb et le Sénégal. Cette étude a permis d'étudier la sensibilisation de 5 aliments jugés les plus fréquents. On se retrouve dans les pays du Maghreb pratiquement dans la même répartition donc, de la fréquence des trophallérgènes, mais un petit peu pour le Sénégal, c'est essentiellement donc, les 2 différences, c'est essentiellement donc, les crevettes. Une deuxième étude réalisée dans le service de pédiatrie à l'hôpital de Sfax qui a intéressé l'étude du dosage des IgE spécifiques permettant donc de retenir que l'allergie aux protéines de lait de vache est présente dans 54% des cas. Et l'élément fait intéressant, c'est que la sensibilisation à la caséine a été associée donc, à l'anaphylaxie et à la persistance de l'allergie, et ceci grâce à l'étude donc moléculaire plus précise. Quant à l'œuf, c'est essentiellement 21%
d'allergie, et c'est essentiellement donc l'ovaire mucoïde qui est responsable de la gravité de la réaction, et on rejoint relativement les données de la littérature. J'ai rapporté également 2 études qui ne sont pas publiées et qui ont fait donc le sujet de thèse. Donc la première, c'est l'étude pratiquée dans notre service, et on retrouve pratiquement 107 cas d'allergie alimentaire sur 265 suspicions, et c'est pour le nourrisson, c'est essentiellement le lait et l'œuf, pour l'adulte, c'est la crevette et l'arachide. Une deuxième étude pratiquée donc au service de pédiatrie de Montgislim, on retrouve donc la prédominance des formes IgE médiées pour l'allergie au lait de vache, retrouvée pratiquement dans plus de 110% des cas, et quand même on a des chiffres de guérison de 84% des cas. Ça, c'est un élément qui est très important et encourageant pour donc suivre ces patients-là et aller jusqu'au bout pour vérifier donc déjà la guérison, mais surtout pour pousser la prise en charge vers les thérapeutiques de l'induction de tolérance. Je dis que le diagnostic des allergies, la prise en charge des allergies alimentaires constitue un défi diagnostique et thérapeutique, parce que le diagnostic est souvent difficile vu la multiplicité des phénotypes et l'émergence de nouvelles formes cliniques. Les délais d'apparition des symptômes est très variable. La multiplicité des aliments en cause et également la multiplicité des outils biologiques dont il faut savoir prescrire, les interpréter pour pouvoir établir donc un diagnostic précis et une prise en charge personnalisée. La prise en charge, donc globalement et dans tous les cas pour la démarche diagnostique, on a besoin d'une histoire clinique précise, un examen physique détaillé pour pouvoir confirmer l'allergie, éliminer les fausses allergies, évaluer la sévérité de la réaction, décider donc quelle exploration biologique demander et surtout rationaliser la prescription des différentes explorations et l'interpréter avec prudence. Concernant donc la prise en charge des allergies alimentaires, je dirais qu'elle est complexe avec multiples obstacles. Pourquoi? Parce que parmi les volets de la prise en charge, les restrictions, les régimes d'éviction qui sont parfois difficiles à réaliser, surtout chez l'enfant et l'adolescent, le profil de guérison qui est très variable d'un aliment à l'autre, et que parfois, donc, et surtout, ce qui est encourageant, c'est que l'acquisition de tolérance naturelle est possible dans plus de 85% des cas, particulièrement pour l'œuf et le lait des vaches, qui reste en tête de liste comme allergènes les plus fréquents. Mais il faut savoir que les facteurs prédictifs de persistance ne sont pas encore connus. Donc, la prise en charge consensuelle pour certains types d'allergies alimentaires a pu résoudre le problème, mais pas pour d'autres. Donc, je dirais, pour la prise en charge, donc, il est fortement recommandé une prise en charge personnalisée, c'est du cas par cas. Elle doit être globale, tenant compte de la sévérité de la réaction, de l'histoire naturelle de l'allergie, l'association donc de approches traditionnelles, et je vais l'expliquer pourquoi j'ai utilisé ce terme-là, et les thérapeutiques innovantes. Dans tous les cas, elle doit cibler aussi la prévention. Donc les recommandations donc, sont claires. On ne peut pas prendre en charge un patient qui est adressé pour suspicion d'allergie alimentaire sans commencer par une démarche diagnostique. J'ai choisi les mots rigueur, précision et prudence, allant de l'interrogatoire jusqu'à la prescription et l'interprétation des différents examens. Les recommandations sont claires, aussi bien dans les différentes publications et dans les lignes directives proposées par plusieurs sociétés savantes. Première étape, c'est d'évaluer l'histoire clinique. Donc, en cas de suspicion d'allergie alimentaire IgE médiée, une anamnèse clinique détaillée axée sur l'allergie est recommandée en première étape de diagnostic. Elle englobera l'interrogatoire qui doit préciser les antécédents personnels, particulièrement les antécédents d'atopie, les comorbidités. J'insiste sur le goût de certains aliments, on peut le trouver le seul, c'est parmi les éléments importants de l'interrogatoire qui va vous orienter vers une suspicion d'allergie alimentaire. Également la chronologie des symptômes cliniques par rapport à la prise alimentaire, allant de quelques minutes à quelques heures. Préciser le type de signe, la fréquence des épisodes, les facteurs déclenchants, particulièrement la prise des anti-inflammatoires, l'effort physique, l'alcool, la chaleur, le stress, l'enquête alimentaire ou le journal alimentaire qui va préciser
Déterminer donc les aliments incriminés, bien sûr la composition des différents aliments, le mode de répartition du plat suspect, la consommation antérieure de certains aliments et également les quantités ingérées. L'examen physique est utile et contributif quand on assiste, donc on voit le patient dès les premières heures. Il est important chez les enfants d'analyser la courbe de croissance, donc une cassure, une hypotrophie orientera vers une allergie alimentaire. Les lésions cutanées de dermatite atopique ou d'eczéma sont utiles surtout pour les réactions non IgE-médiées ou les réactions à mécanisme mixte. Bien évidemment, l'examen pleuropulmonaire, l'examen complet pour donc aider ou retrouver les éléments d'orientation vers la suspicion d'allergie alimentaire. Donc cette étape va nous permettre de déterminer le mécanisme possible, soit on est devant une réaction type IgE-médiée ou non IgE-médiée ou même mixte. La deuxième étape est parallèlement à l'histoire clinique, déterminer la sévérité de l'allergie. La sévérité de l'allergie est liée aux données du patient, propre au patient, antécédents, l'histoire clinique, mais aussi la nature des aliments ingérés, la quantité des aliments ingérés, l'existence de cofacteurs et aussi, on n'oubliera jamais la prédisposition génétique. La troisième étape, c'est indiquer les explorations allergologiques et la position des différentes sociétés savantes est claire. Donc, il est recommandé en première intention les tests cutanés associés ou non au dosage des IgE spécifiques comme examen de première intention et ça a été bien dit par mon ami, donc, Dr Samoud. Je commencerai par les tests cutanés parce que c'est des tests qui sont... c'est un examen qui est simple, facile, rapide, facilite l'interprétation, il est peu coûteux, il est reproductible et il est très utile lorsqu'il s'agit d'une suspicion d'un seul aliment. Il est fortement recommandé d'utiliser les extraits natifs et le prick-to-prick parce qu'il a une excellente valeur prédictive négative. Un test négatif permet d'éliminer donc le diagnostic et un test positif va nous orienter vers la sensibilisation, va confirmer la sensibilisation et va nous permettre de poursuivre les explorations. La question qui a été longtemps traitée, la taille de la papule, est-ce qu'elle a un rôle dans l'évaluation de la sévérité? Est-ce qu'elle a un rôle dans la prédiction d'une éventualité de guérison? Ce qui est sûr qu'une grosse papule est un signe alarmant. L'absence de variabilité de la taille de la papule lors de la cinétique et lors du suivi est un élément prédicteur d'une persistance d'une allergie. Mais la taille en elle-même n'est pas vraiment très utile pour la prise la prescription des autres examens et surtout pour la prise en charge donc, de l'allergie. Qu'en est-il maintenant pour le dosage des IgE spécifiques? Il n'est pas en première intention, il peut l'être lorsque les tests cutanés sont impossibles de les réaliser. Généralement, les indiquer couplés avec et les interpréter en fonction également des résultats des tests cutanés. Et ce qui est recommandé lorsqu'ils sont demandés, c'est qu'il faut les doser pas avec la même technique si on aura besoin de faire une cinétique. Qu'en est-il pour le dosage des IgE spécifiques dirigés contre les allergènes moléculaires? Ça a été bien détaillé par notre ami donc, Dr Samoud. C'est pour différencier entre allergie et sensibilisation, améliorer le diagnostic, décider de la réalisation d'un test de provocation. Il est utile dans les allergies croisées. Il est également utile pour évaluer la sévérité et le risque de réaction sévère et de diriger la prise en charge thérapeutique par la suite si on est devant une polysensibilisation. Un élément qui est très important, ce dosage n'est pertinent qu'en cas d'allergie IgE médiée. Il est particulièrement utile pour le lait de vache, pour l'arachide, l'œuf et les fruits à coque, mais actuellement, avec l'émergence de certains trophallérgènes, on peut le développement et les progrès sont vers l'indication et l'élargissement de l'indication avec d'autres aliments. Donc juste, j'ai mis cette plaque pour insister sur les LTP et les protéines de stockage, c'est les prédicteurs de sévérité, les profilines, les PRD, c'est essentiellement les réactivités croisées.
J'ai pris l'exemple de l'allergie aux protéines de lait de vache pour expliquer les recommandations des différents experts qui s'alignent sur le fait que la positivité couplée des IgE spécifiques et les IgE dirigés contre la caséine est un élément prédictif donc, de persistance, mais également et que c'est un facteur de risque de réactivité croisée entre les différents types de lait, et que ce qui est important dans le suivi et la prise en charge, c'est plutôt la cinétique, mais pas la valeur absolue. De même pour l'œuf, le facteur, donc le dosage donc, des IgE spécifiques anti-ovomucoïdes est très utile lorsque pour augmenter en fait et pour préciser, porter le diagnostic d'allergie à lait de l'œuf, parce que lorsqu'on a un taux d'IgE spécifique total qui est donc plutôt de la source allergénique positive, on peut l'avoir, ce taux peut être élevé chez les patients qui consomment normalement donc l'œuf. Également, c'est un marqueur donc de la guérison, et c'est un marqueur pour guider donc la réintroduction. Pour l'arachide, les experts ont élargi la prescription des différents allergènes moléculaires en tenant compte de la possibilité de la survenue de réactions sévères, en tenant compte également de la possibilité de la réalisation d'une immunothérapie ou d'une induction de tolérance, mais surtout pour avoir une idée sur le profil allergénique moléculaire dans les différentes régions, parce que pour certains allergènes pourraient être présents dans certaines régions et pas dans d'autres. La troisième étape, c'est l'indication de ces différentes... on est toujours dans l'indication des explorations allergéniques. Il est clair que les tests multi-allergéniques ne sont pas utiles, et les tests d'activation des basophiles sont également inutiles en première intention. Le test de provocation reste le gold standard. Il permet d'avoir un diagnostic certain. Il est utile avant de commencer une induction de tolérance. Il est également utile pour déclarer la guérison pour certains aliments. Attention, il ne faut pas le faire en cas d'anaphylaxie sévère ou en cas d'épisode de réaction multiple avec le même aliment. Je vous montre donc, et c'est un test qui doit avoir obligatoirement le consentement du patient. Donc, je vous montre l'exemple d'un consentement de l'équipe de pédiatrie de l'hôpital d'enfants, également un protocole de test de provocation. Donc, à travers cet algorithme, on n'insiste pas assez sur l'anamnèse, l'examen clinique, mais également la hiérarchie des examens complémentaires, les tests cutanés plus ou moins les IgE spécifiques, également couplés à le dosage des allergènes moléculaires. Qu'en est-il pour la prise en charge? J'ai choisi le mot personnalisé, global, consensuel. C'est consensuel, mais les différentes recommandations se portent essentiellement sur les allergies alimentaires IgE médiées, plusieurs volets. Tout d'abord, la prise en charge diététique, les plans d'action individualisés et les traitements d'urgence. Immunothérapie orale ou induction de tolérance, je préfère le terme induction de tolérance. La place des anti-IgE et, à la fin, la prévention. La prise en charge diététique, c'est une prise en charge réellement diététique. Ce n'est plus un régime d'éviction ou de restriction isolé, parce que les recommandations s'alignent sur le fait qu'il faut obligatoirement associer une diététicienne, mais aussi suggérer la présence d'un psychologue. Ces régimes d'éviction sont parfois difficiles à appliquer. Ils doivent être bien clairs, bien expliqués aux patients, à la famille, mais surtout adaptés à la vie réelle du patient. Donc, le patient doit savoir, à travers ces régimes, se comporter même dans des situations inhabituelles. Donc, mais chose qui est très importante, c'est que ce régime d'éviction peut être modifié en fonction de la survenue donc, de plusieurs incidents ou accidents en cours de l'évolution. Donc,
Un petit mot sur les suspicions, sur les allergies alimentaires à mécanisme non IgE médié. J'ai choisi l'allergie aux protéines de lait de vache. Les experts recommandent un régime d'éviction au moins de 2 à 4 semaines, on peut aller jusqu'à 6 semaines. Le régime d'éviction aura un rôle dans la détermination donc, de l'aliment, un rôle dans le diagnostic positif et par la suite dans la démarche diagnostique. Le plan d'action et les traitements des urgences. Donc, ce plan d'action doit être détaillé, rédigé, précisant toutes les coordonnées du patient, les différents médicaments à prescrire, particulièrement donc l'adrénaline auto-injectable. Principale indication, c'est les anaphylaxies alimentaires ou les anaphylaxies associées à un asthme persistant sévère. Les indications relatives, c'est surtout les allergies alimentaires persistantes, les réactions donc à l'arachide, les réactions dont le seuil de sévérité est très bas et les patients à haut risque donc de développer des réactions sévères, particulièrement l'adolescent. Un élément qui est très important et un message qui est très important, tout patient qui s'est fait injecter de l'adrénaline, même à domicile, doit obligatoirement consulter les urgences. L'immunothérapie ou l'induction de tolérance, un des volets principaux de la prise en charge, ça va permettre donc une acquisition de tolérance, pas de guérison. On n'est pas obligé d'arriver à la guérison, c'est plutôt acquérir une intolérance à partir donc d'un seuil qui permet d'avoir une vie relativement normale par rapport à un patient non allergique. La principale indication, c'est les allergies à mécanisme IgE médié. La population cible, c'est essentiellement les enfants, l'adolescent aussi, les sujets controverses pour les adultes et pour les tout jeunes. Donc, il doit être obligatoirement précédé par un test de provocation orale pour déterminer donc la dose réactogène, réalisé dans des centres expérimentés. Le consentement du patient ou du tuteur est obligatoire, nécessite une bonne information, une bonne adhérence, la compréhension et surtout savoir pratiquer les gestes nécessaires en cas de survenue de réaction. Je vous ai mis donc un exemple de accoutumance ou induction de tolérance de lait de vache dans un centre hospitalier en France. De même, un protocole donc d'induction de tolérance pour l'œuf, c'est toujours le même principe, commencer à des doses progressives sur une période prolongée. Qu'en est-il donc pour les anti-IgE, l'omalizumab? Le omalizumab seul n'a aucune place dans la prise en charge des allergies alimentaires. Toutefois, dans certaines études et certains experts ont démontré son rôle dans le maintien et le succès d'une induction de tolérance lorsqu'il est associé à un protocole d'induction de tolérance. La prévention, je n'insisterai pas assez, elle est fondamentale. Depuis la conception jusqu'à la vie, la naissance et par la suite, on insiste sur la diversification alimentaire et surtout la diversification la plus possible, traiter chez les enfants les dermatites atopiques et surtout éviter donc l'exposition ou la présence d'allergènes dans l'environnement, le maximum d'allergènes dans l'environnement, chose qui n'est pas vraiment possible, particulièrement pour l'allergie aux protéines de l'huile de vache, insister sur l'allaitement maternel exclusif et surtout donc pas d'indication de biberon complémentaire. Les hydrolysats, même ici on va les indiquer, il faut essayer de minimiser la quantité administrée, surtout lorsque l'enfant est allaité. En conclusion, je dirais que la prise en charge donc, des allergies alimentaires impose une démarche diagnostique claire, une prescription raisonnable des examens, elle doit être personnalisée. C'est une prise en charge qui doit être globale. En fait, c'est un partenariat entre personnel soignant, malades et famille. Quelles sont les perspectives? Les recommandations tunisiennes, on n'en a pas. J'espère qu'on va les développer. Les perspectives en matière d'induction de tolérance par rapport à la voie d'administration, par rapport au protocole ultra-RH, par rapport aux nouvelles cibles, nouveaux aliments
à cibler, et bien sûr les thérapeutiques, donc renforçant cette efficacité. Je termine par dire que est-ce qu'il y a une place pour l'intelligence artificielle dans le diagnostic et la prise en charge de l'allergie alimentaire? C'est l'avenir qui va répondre donc à cette question. Et je vous remercie. Merci, professeur Darfous, pour cette excellente présentation. Donc, on va passer aux questions. Madame Drira. Merci Hafewa pour cette belle présentation. Je voulais te demander, dans votre expérience, je sais que vous voyez beaucoup de malades qui ont de l'allergie alimentaire. Quelles sont les manifestations dominantes chez les malades que vous recevez? La deuxième question, c'est à propos des jeunes malades, généralement des fonctionnaires, qui mangent vraiment presque tous les jours dans des fast-foods et qui viennent se plaindre particulièrement de lésions cutanées, entre guillemets, de l'urticaire, et qu'ils rattachent à certains plats, de la mayonnaise, les sandwichs où il y a un peu de tout. Et après, même pour les explorer, c'est un problème parce qu'ils ont une peau qui est toujours pas normale. Comment vous faites pour prendre en charge ce type de situation ? Donc pour la première question, dans notre expérience, donc les principales manifestations qu'on a constatées, c'est essentiellement les lésions cutanéo-muqueuses, l'urticaire et quelques cas d'anaphylaxie, mais vraiment c'est des vraies anaphylaxies. Donc et c'est vrai, on n'a pas vraiment d'autres manifestations. Pour la deuxième question, pour ces patients-là, j'insiste sur l'enquête alimentaire, le journal. D'ailleurs, on leur demande obligatoirement de les revoir à peu près un mois après et noter tout ce qu'ils mangent et on essaie d'éliminer. Généralement, dans les fast-foods, on est plutôt orienté vers tout ce qui est, tout en étant vigilant pour tout ce qui est aliments histaminolibérateurs. Déjà, on commence par éviter ces aliments-là pour pouvoir avoir et déterminer, plutôt à raccourcir la liste des aliments incriminés. Par la suite, pour décider quels aliments explorer. Généralement, les malades adhèrent à nos conseils. Ce qui est sûr, on ne les explore pas, que ce soit en test cutané ou autre, que sur une peau saine. Donc, généralement, moi, personnellement, je prescris les antihistaminiques. Dès qu'il y a une amélioration, j'essaie d'arrêter et j'essaie de faire j'essaie de faire les tests cutanés. Vous ne passez pas par le dosage des IgE avant, dans ces situations? Non. Vous attendez des semaines et... Ça dépend de l'attente du patient. Personnellement, j'ai pas demandé les IgE spécifiques en première intention. C'est vrai, on reçoit des malades avec des IgE spécifiques. Oui, ils seront utiles pour nous, mais moi, personnellement, je commence par les tests cutanés. Je ne sais pas, Dr Tritter et Dr Belmansour. Donc, je privilège les tests cutanés. Déjà pour avoir une idée sur la réactivité de la peau par rapport à ces aliments-là suspectés, pour pouvoir faire le tri, donc éliminer certains aliments pour pouvoir au moins pour demander les IgE spécifiques et les allergènes moléculaires, d'autant plus que c'est des examens qui sont assez chers. Hafewa, quel est votre avis à propos d'un examen avec lequel les malades viennent souvent, et c'est le CLA, un test multi-allergénique où il y a toute une liste avec une positivité? Est-ce que vraiment il a une place, ce test? Parce qu'on le voit demander vraiment à tort et à travers. Je vais essayer de répondre. Donc, moi, je ne le demande pas en première intention. Mais quand je reçois des malades, je le lis pour au moins, surtout pour les patients qui ont une réaction sévère, qui se sont présentés avec une réaction sévère. Ça va me donner une idée sur est-ce qu'il y a une concordance entre ce qui est écrit, ce qui a été dosé et l'histoire clinique. Mais généralement, on ne s'y intéresse pas.